Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast État de Flow. Je suis Elisabeth Smeisters. Depuis 2019, je cherche à comprendre et à partager comment vivre plus sereinement au quotidien et plus précisément, comment favoriser l'état de flow. Ce qui m'intéresse finalement, c'est de comprendre comment font les autres et quelles clés ils peuvent me donner. Globalement, on parle d'état de flow quand on se sent bien dans sa vie, une sorte de synonyme d'état de fluidité ressenti, même quand on traverse des challenges. C'est un état psychique, un état de bien-être. Le but n'est pas ici de le définir davantage, puisque tous mes invités ont leur propre définition, et certainement avez-vous également la vôtre, et c'est bien le but de ce podcast, de laisser la porte ouverte. Ici, je reçois des thérapeutes, des experts, des artistes, des entrepreneurs et surtout des humains pour découvrir leurs clés d'accès à l'état de flow dans tous les domaines du quotidien. Pensez à vous abonner à la chaîne pour être averti de la sortie d'un nouvel épisode. Et la nouveauté, c'est une forme de crowdfunding qui vous permet de soutenir la création du podcast en échange d'épisodes et de contenus bonus, également d'accès VIP sur des événements digitaux et présentiels. C'est une chance inouïe de pouvoir continuer à créer du contenu et enquêter autour de l'état de flow. Alors, à vous qui choisissez de soutenir le podcast, merci du fond du cœur. Si vous cherchez le lien, il est dans les commentaires du podcast. À présent, let's go, let's flow. Bonne écoute de ce nouvel épisode. Pour la première fois, nous avons enregistré un épisode en public, c'était en janvier 2024. Il y a donc quelques semaines, je recevais Nicolas Delarose à Villa-Violet, à Paris. Merci encore à Anne Dassac de nous avoir accueillis dans ce magnifique cocon pour un épisode donc inédit. Nicolas est atypique, il est auteur, réalisateur, yogi. Il a pris le temps dans sa vie pour revenir à lui, comme il le dit très bien, après s'être conformé, ou en tout cas avoir essayé. Il a publié un livre dans la peau d'un enfant atypique, un livre de témoignages et de conseils que vous retrouvez aux éditions Ambre. On a abordé un tas de sujets, depuis la définition de la neuroatypie, où Nicolas va beaucoup plus parler d'intelligence et j'apprécie ça. On est tous avec une intelligence propre. On parle de revaloriser la différence, des conséquences sur les enfants quand ils ne rentrent effectivement pas dans des cases et en même temps on ne valorise pas leur différence, leur intelligence propre. On s'interroge également sur comment on peut accompagner ces enfants. On parle d'état de flow, bien évidemment, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse avec cet épisode inédit qui se termine avec des questions du public. Bonne écoute! Bonjour à tous, bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une conversation avec un public aujourd'hui. C'est la première fois qu'on enregistre en public. Merci d'être venu depuis la Suisse pour présenter notamment ton livre « Dans la peau d'un enfant atypique ». C'est un témoignage qui est à la fois le tien, mais aussi ton expérience d'éducateur auprès d'un enfant atypique. On va parler de tout ça. Qu'est-ce que c'est l'atypie ? Ça va être une des premières questions que je vais te poser. Tu es aussi, donc on a dit auteur, tu as réalisé un film que nous aurons la chance de regarder tout à l'heure, de visualiser. Je commence par cette question, si tu veux bien. Qu'est-ce que c'est la neuroatypie ou l'atypie ? Est-ce qu'on a besoin de mettre neuro devant ? Qu'est-ce que ça englobe ? C'est une étiquette, certes, mais si on devait un petit peu en parler pour qu'on puisse parler tous de la même chose. Oui, et afin de parler tous de la même chose, moi j'ai besoin de pouvoir repositionner d'autres définitions, si c'est OK pour toi, parce que derrière neuroatypie, il y a d'autres concepts en fait qui font que si on parle de neuroatypie, après on va se braquer, on va pas s'entendre. Et moi j'aimerais d'abord parler de l'intelligence. Mm-hmm. Donc il y a une sorte de conflit énorme, et du coup dans l'intelligence, il y a une vision qui a les moins bons et il y a les meilleurs. Et il y a aussi cette vision que
l'intelligence, c'est quelque chose qui sert un monde industriel et dans lequel il faut être obéissant et utile à la société. Et puis, il y a la notion, souvent, c'est dans les inconscients, hein, qu'il faut être bon à l'école, il faut mémoriser des informations pour les remettre dans un test. Et puis, derrière, il y a bien sûr la notion de test de QI. Et que quelque part, être intelligent, c'est être capable d'être adapté à la société. Si les gens qui ne sont pas adaptés à la société, on va facilement leur dire qu'ils ne sont pas intelligents. Et en face de ça, moi j'aimerais dire d'autres choses. Je trouve que l'intelligence c'est plutôt un potentiel propre à chacun et que ce potentiel propre à chacun, il y en a qui l'ont cartographié avec 8 intelligences, 9 intelligences et moi j'aime bien même aller jusqu'à 12 intelligences. Et du coup, voyez si ça résonne. Parce que y a des personnes là qui sont donc en face de moi et des gens qui m'entendent, qui m'écoutent ailleurs. Et du coup, il y a plusieurs intelligences. Dites-vous, essayez de voir si ça résonne en vous, si vous sentez que dans votre potentiel propre, vous avez cette forme d'intelligence. Donc Howard Gardner, il parle de 9, je vais en parler. Donc l'intelligence linguistique, verbale, le fait d'être bon avec les mots, le fait d'aimer écrire, le fait d'aimer lire, d'aimer la poésie, c'est une forme d'intelligence. Il y a aussi la forme d'intelligence d'être bon dans le lien avec les autres gens. C'est-à-dire d'avoir de la compassion, de savoir comprendre quelle est l'émotion de l'autre, qui est aussi une capacité qui est, je pense, bénéfique pour être un bon leader. Ça, c'est une forme d'intelligence. Mais il y a une forme d'intelligence de connaître soi. Donc, c'est pas connaître l'autre, c'est plutôt de bien se connaître soi, savoir ses limites, savoir ses besoins, et savoir aussi ses émotions. Pour moi, l'intelligence émotionnelle, elle est regroupée dans cette intelligence intrapersonnelle. Il y a aussi l'intelligence d'être bien dans son corps pour faire du sport. On l'appelle l'intelligence kinesthésique, qui est l'intelligence qu'ont les sportifs, je pense, les gymnastes, les enfants qui aiment grimper aux arbres. Il y a l'intelligence musicale, de savoir reconnaître les rythmes, les sons, les mélodies. Et ça, c'est une forme d'intelligence. Il y a d'autres formes d'intelligence, l'intelligence existentielle, c'est-à-dire de se poser des questions sur le monde, de chercher à y répondre, et puis d'avoir une capacité d'introspection, de connexion à quelque chose qui nous dépasse, que je pense il y a beaucoup d'enfants qui l'ont assez spontanément d'ailleurs, mais ça fait peur. Et on a l'intelligence naturaliste, ça c'est l'intelligence d'observer les choses qui amènent les biologistes, les scientifiques. Je pense même, lorsqu'on sait reconnaître les feuilles des arbres, l'écorce des arbres, le son des oiseaux peut-être. Ça c'est l'intelligence naturaliste. Ainsi que être intelligent, ça regroupe un ensemble de choses. Moi, j'insiste aussi sur l'intelligence créative, la capacité de créer dans n'importe quelle situation quelque chose de nouveau, que j'oppose assez bien à l'intelligence collective. C'est ensemble, on construit quelque chose et on réduit notre créativité pour pouvoir faire des trucs plus ensemble. Et moi, je trouve qu'il y a aussi l'intelligence sensible. C'est les gens qui ressentent les ondes, qui voient les auras. Et je trouve que ça, c'est une forme d'intelligence aussi. Et à l'intérieur de nous, je pense qu'on l'a dès la naissance. Il y a des choses héréditaires. Il y a des choses qu'on développe avec le temps. Et bien sûr, il y a l'intelligence logico-mathématique, celle qu'on travaille beaucoup à l'école. L'intelligence spatiale, qui est plutôt l'intelligence de revoir les choses dans l'espace, qui est utilisée pour les artistes, je pense, les peintres. Et par exemple, là, je vous ai donné un Rubik's Cube, c'est l'intelligence de la logique, mais il y a aussi du spatial. Et puis, on n'a pas tous les mêmes intelligences parce qu'on n'est pas tous sur Terre pour faire la même chose. Et je pense que dans l'intelligence, il y a la capacité à se questionner. Et puis, c'est trop guidé par une vision normalisante de la vie, où la vie, c'est, dans nos sociétés, aller à l'école, étudier, travailler, être à la retraite, mourir. Et puis, moi, je trouve ça beaucoup trop limitant. Il y a beaucoup la peur de ne pas réussir socialement. Et je pense qu'il y a moyen de réussir sans socialement avoir une sorte de normalité, surtout quand on pense que des gens autistes, quelque part, la vie en société, c'est quelque chose qui leur fait horreur. Je pense qu'ils pourraient être très bien intégrés dans notre société sans leur imposer, leur faire comprendre que comme ils sont, c'est mal. Et du coup, ça veut dire qu'on peut être épanoui, ne pas avoir la même forme d'intelligence et être tout à fait humain. Et donc de là, pour moi, quand on parle d'atypique, du coup, on me dit quelqu'un qui est sous-intelligent, sur-intelligent, et ça se trouve, c'est ni l'un ni l'autre, déjà. Finalement, c'est venir poser un mot
On est dans la comparaison et à ce moment-là, on te définit comme atypique parce que tu ne corresponds pas à la case qu'on a définie, alors qu'on est juste dans une autre intelligence. Voilà. Alors, ils ont, pour mieux expliquer ça, ils ont utilisé la courbe de Gauss et ils ont dit qu'il y a 68% des gens qui sont plus ou moins normales parce qu'ils sont entre, je crois, 100 et 130 de QI et que du coup, les gens qui sont en dessous, ils sont sous-doués ou surdoués. Et puis moi ça me dérange parce que je crois plutôt que les 68% qui sont dans la norme, c'est plutôt des gens qui sont des moutons et qui vont obéir, qui vont jamais trop se poser de questions. Je sais pas si ça c'est pour moi c'est pas une vision intelligente de l'humain, donc je suis complètement en porte-à-faux avec ça. Je pense que on pourrait très bien construire une société où on soit tous ensemble sans cette courbe de Gauss et que juste il y ait la place pour les potentiels de chacun. Malheureusement, du coup, les enfants atypiques qui, eux, sont nés avec ça, ou alors le développent avec le temps. Donc oui, neuro, ça veut dire que du coup, c'est un fonctionnement dans la tête. Et si on n'a pas cette vision-là, c'est ce qui se passe souvent dans les écoles, on va dire, il le fait exprès. Ou alors, c'est à cause de sa mère. Ou alors, on va dire, c'est parce que quand il était petit, non, il est né et c'est comme ça. Ça va vite dans sa tête. Ou alors, ça va vite dans ses émotions. Ou alors... vous vous rendez pas compte, mais ce petit bruit, ça lui est insupportable. Pour la plupart des gens, c'est supportable. Pour lui, ça ne l'est pas. Mais comme on lui laisse pas la place pour s'exprimer, parce qu'on lui donne pas, il va pas le dire. Et il va être avec ça toute la journée. Il va le supporter à l'école. Et le soir, il va être à la maison. Et il va péter un plomb. Et comme il pète un plomb et que les parents comprennent pas, ils vont rajouter une couche. Et puis l'enfant, il va mal dormir. Et le lendemain, ça recommence. Et imaginez que c'est ça pendant des années. Donc finalement, j'en reviens vraiment à cette idée de la différence qui est reconnue ou pas comme intéressante, comme valoriser la différence en fait. Aujourd'hui, on ne valorise pas cette différence, on la catégorise, on la juge. On la juge comme pas juste, comme pas bien. On va essayer de voir aujourd'hui, ça va être un peu notre objectif pour revaloriser la différence comme quelque chose de beau, comme quelque chose d'essentiel. Tu le disais tout à l'heure, de se dire c'est toi, c'est moi et on est différents et heureusement. C'est ça qui fait la beauté aussi. Chacun avec sa propre couleur. Mais justement, quelles sont les conséquences d'une atypie qui ne serait pas reconnue comme belle, d'abord, comme étant, parce qu'on en a un petit peu parlé, mais quand on n'est pas reconnu comme étant unique, on va être contraint à rentrer dans des cases, et puis ensuite, n'est pas accompagné dans notre différence et dans notre potentiel. C'est quoi les conséquences ? Si tu peux préciser ça ta question, du coup, les conséquences du fait de ne pas être accepté et valorisé tel qu'on est. Oui, tout à fait. Pour un enfant qui ne rentre pas dans ces cases. Ah oui, c'est bon. Il y a deux conséquences. Et puis, moi, je ne suis pas la personne super spécialiste pour parler de ça. Mais en gros, les filles auront plutôt tendance à se suradapter pour faire plaisir. Et les hommes auront plutôt tendance à être inadaptés et foutre le bordel. Et vous le voyez très bien si vous prenez vos expériences d'école. Ceux qui foutent le bordel, c'est plus souvent les garçons. Et du coup, il y a une partie des garçons, ils sont en révolte pour plein de sujets, mais du coup, il y a ceux qui font le bazar, qui ont besoin d'attirer l'attention, des gens comme moi, et eux, ils sont inadaptés au système. Le petit Léo aussi, il est là-dedans. Et les femmes sont suradaptées parce qu'elles veulent faire absolument bien, parce qu'elles veulent pas se faire remarquer. Mais dans les deux cas, ça arrive entre 20 et 30 ans qu'on réalise qu'on n'a jamais été soi-même. Du coup, il y a une BD qui en parle très bien, La différence invisible. Donc moi, je peux parler beaucoup plus du côté homme parce que je le suis, bien que je comprends ce truc suradapté parce que je l'ai sûrement aussi fait, mais moi, c'est plutôt une adaptation. Et à côté de ça, il y a une souffrance de réaliser qu'il y a ces enfants, eux, ils arrivent à s'adapter et ça a l'air d'être OK avec. Et moi, tant que j'avais pas mis tous ces mots, c'est vrai que c'était une souffrance qui rajoute à toute la souffrance de se sentir inadapté. Et tout ça s'il n'y a pas de l'amour et de la bienveillance et de la compréhension, c'est juste une boule de neige qui ne s'arrête jamais en fait.
Heureusement, il y a des personnes comme toi qui viennent accompagner ces personnes-là. Tu l'as vraiment précisé, tu en as fait presque un objectif, un sens dans ta vie, d'aller accompagner les potentiels de ces enfants pour qu'ils puissent grandir avec peut-être plus de liberté, plus de flow, plus de légèreté. J'ai envie de dire, quelle posture on a, quelles clés on pourrait donner à ceux qui vont les accompagner, que ce soit toi ou les parents. Comment on accueille ces personnes atypiques, effectivement différents? Pour ça, il faut d'abord se demander qu'est-ce que c'est qu'un enfant. Et peut-être que la première clé pour découvrir ce que c'est qu'un enfant, c'est de voir, on peut utiliser le souvenir pour dire comment j'étais quand j'étais un enfant, comment j'étais, qu'est-ce que j'attendais de la vie, comment j'étais un enfant. Ça, c'est hyper intéressant. Puis après, de retrouver dans la situation où on est soi-même enfant, qu'est-ce que c'est l'enfant qui vit actuellement en moi et qui a envie de vivre et qui a envie d'être maintenant, dans cet instant. Il y a plein de stratégies pour répondre à cette question. Mais quelque part, si on parle de flow, qui est dans un état où on est satisfait, on est bien dans ses baskets, on se sent au top de ses compétences, on a un défi qui correspond à ce qu'on est capable de faire, qu'on se pose nous-mêmes ou que quelqu'un nous pose, hein, parce que les HP, ils s'auto-stimulent, ils se gèrent très bien souvent, si on ne les empêche pas. Eh bien, moi j'ai réalisé, là, en préparant cette interview, que, en fait, souvent, l'éducation, telle qu'on l'entend d'habitude, c'est sortir l'enfant de son flow. Ça nous est insupportable de voir l'enfant qui est épanoui et bien. Je vois les parents, spontanément, ils ont un comportement qui est de... L'enfant, il est bien, il faut lui dire qu'il doit remettre son bonnet, il faut lui dire qu'il doit faire attention à ça, il faut lui dire on va lui dire d'un seul coup, est-ce que tu as soif? Alors qu'il ne demande rien à personne, il est juste bien dans ses baskets. Pourquoi ça nous est... Là, c'est vraiment parce que ta question est bien, j'en remets une autre. Pourquoi ça nous est insupportable de voir que l'enfant est dans son flow? Ça ramène à une blessure que quand on est enfant, on n'a pas reçu ça. Donc ça, j'en parle dans le livre, et je ne suis pas le seul à dire ce genre de choses. Hein. Je dis merci André Stern. Pourquoi on a besoin de faire subir aux enfants ce qu'on a subi? Et on en revient à la méditation, parce que sans ces outils-là, c'est impossible d'avoir ce recul sur sa propre souffrance et de dire, mais en fait, ouais, on m'a mis ça dans ma jeunesse. Souvent, comme la plupart des gens, j'ai l'intention de faire l'inverse. Ah, ma mère m'a fait ça, je vais faire l'inverse. Et souvent, on fait pire. Ou alors on dit, en fait, je vais juste être dans l'instant présent, accueillir l'enfant tel qu'il est et faire de mon mieux. Et John Holt lui dit surtout un truc hyper important d'apprendre, c'est à se mordre la langue. Quand on veut dire un truc qui sert à rien. Ah, je me mords la langue. Tu vois, je vais intervenir. Et là, je me pose la question. Est-ce que l'enfant, c'est important pour lui que j'intervienne? Dans le livre Chasseur-cueilleur-parent, elle donne des challenges aux parents. Tu as lu ce livre? Non. C'est génial. Il est vraiment génial. Et elle dit, dans ces sociétés qui vivent de manière chasseur-cueilleur, qui vivent en tribu, et qui ont cette éducation où les enfants grandissent, ils sont pleinement épanouis, ils sont toujours souriants, obéissants, sages, et tout le monde vit en harmonie. Ça fait bizarre à entendre pour nous. Ces enfants, ils reçoivent genre 2-3 consignes par heure. 2-3 consignes par heure. Parce que les parents, ils savent que ils ont confiance en l'enfant qui va faire de son mieux pour grandir et que tout va bien. Je veux dire, comme Maman Canard, elle va pas aller sortir un bouquin pour dire, voilà, pour être un canard, c'est ça. Je dis toujours Maman Canard, ça me plaît cet exemple. Et du coup, j'en étais au canard et avant j'étais sur les enfants. Les enfants qui vivent de nos jours, il faudrait calculer, mais ils reçoivent peut-être entre 30 et 100 consignes par heure. Est-ce que c'est pas ça l'adultisme dont tu parles dans le livre, que tu décris très bien, comme le fait que les parents se disent plus meilleurs, en tout cas que les jeunes, que les enfants, ils pensent du coup pouvoir avoir autorité, décider à leur place, non-consentement, voilà, de l'adultisme. Ça remet beaucoup de gens en question, hein, la notion de consentement. Déjà, pour nous les hommes, quand on entend consentement, ça nous fait mal, parce qu'on a une croyance hyper ancrée qu'on doit prendre le pouvoir sur tout, femmes y compris. Ça fait mal. Et donc, du coup, quand on est un homme et qu'on se retrouve face à des féministes, au début, c'est très difficile. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la société, ça prend de telles ampleurs. Si on était humble, on dirait « Ah bah ouais, je t'écoute parce que j'entends ta souffrance. » Quand un enfant, et c'est la même chose avec un enfant, il me dit « Bah voilà, là, t'es en train de me faire un coup d'adultisme. Écoute, moi, je sais ce que je fais, j'ai le droit de me rouler dans la boue parce que c'est de mon âge. Fous-moi la paix. » Ah ouais, pardon, c'est vrai que t'as raison de te laver dans la boue.
Il y a aussi cette notion bien sûr, de lâcher prise, quoi. Mais ce qui est fort avec l'adultisme, c'est qu'on peut en faire un concept intellectuel. Mais si c'est un isme, ça veut dire que moi, je le mets au même niveau que racisme. Et que racisme, c'est quelque chose d'intolérable dans notre société actuelle. Parce que la société, nous, les politiques, tous les humains, on a cheminé sur cette idée de racisme. Et l'adultisme, c'est un mot, il n'est pas très connu, quoi. Mais quelque part, si on le met au même niveau que racisme, ça veut dire que c'est intolérable. Et je vous assure, j'ai pas encore fait de film là-dessus, mais il y a des gens qui l'écrivent dans ces sociétés chasseurs-cueilleurs qui ont une société, on va dire, primitive. C'est intolérable pour eux, de l'idée qu'on dise à un enfant qu'est-ce qu'il doit faire. Ça leur vient même pas à l'esprit. De tous les âges, du plus petit au plus vieux, tout le monde fait ce qu'il sent avoir besoin de faire. Du coup, tu invites à ne pas rechercher finalement ce profit et ce pouvoir sur l'enfant, sur l'autre. Pour les aider, il ne faut pas vouloir... Parce que toi, en tant qu'éducateur, si tu avais eu cette envie d'avoir le pouvoir sur Léonard, tu n'aurais réussi à rien. Oui. Alors, le petit Léonard, quand je suis arrivé sur les lieux, on m'a appris que voilà, il avait mordu son enseignante et qu'avec son ordinateur portable, il avait été chercher du porno. Ça, entre autres crises qui secouaient l'école tous les jours, le petit Léonard, il était seul dans une salle. Et puis, il recevait des devoirs bien organisés dans des tiroirs où on enchaînait des mathématiques, du ludique, les techniques qu'on met en place de nos jours pour les enfants atypiques. Mais ce qu'il avait besoin, Léonard, c'est de revenir dans son corps. Il avait tout besoin de ça, qu'il avait besoin de câlins. Et par exemple, je pense, moi, d'art martial, ça aurait été génial, mais on ne l'a pas fait. J'aurais voulu aussi faire du jardinage avec lui, mais le fait est que cet enfant, je ne sais pas pourquoi, moi, quand je vois qu'il mord son enseignante, je me dis, cet enfant, il est en souffrance. Je ne veux pas dire c'est un tyran, il faut absolument être sévère avec lui. Je commence par me dire, c'est un enfant qui souffre. Oui. Il a sûrement besoin de quelque chose. Quel est son besoin ? Reconnaître son émotion aussi, qui a été peut-être non reconnue. Derrière, est-ce qu'il y a de la colère ? Est-ce qu'il y a de la frustration ? Est-ce qu'il y a... Tu parles de besoin, mais il y a aussi le besoin émotionnel. Ouais. Est-ce qu'il y a une injustice qu'il a vécue ? Qu'est-ce qu'il a ressenti à ce moment-là ? Donc pour les atypiques, l'injustice est énorme. Moi, je peux parler que de moi. Donc moi, je suis assez dans le spectre HP, TDAH, hypersensible, super créatif. Autant voir les côtés positifs, quoi. Et l'injustice, c'est un des paramètres essentiels. Et que du coup, nous, l'injustice, c'est quelque chose d'horrible. Donc ça, c'est tout le cours sur les atypiques. Je n'avais pas forcément envie de le faire. Mais voilà, il y a vraiment les trucs, les spécialités des atypiques. C'est qu'on a absolument besoin d'une nourriture affective et intellectuelle de haute qualité. Si c'est pas de la haute qualité, on s'ennuie. Et si on ennuie, on fout le bordel. Ou alors, on fout le bordel à l'extérieur ou à l'intérieur. Souvent, on est en hypervigilance. On s'ennuie trop. Dès qu'on va trop accumuler à l'intérieur de nous, on va forcément compenser sur quelque chose. Et c'est là où moi j'encourage à compenser dans des activités sportives et du coup d'encourager les parents à dire ok, on s'implique et on va dans un sport, mais comme c'est des enfants très complexes, faut trouver un sport qui plaît. Moi j'avais trouvé le saut en hauteur quand j'étais jeune ou le cross. Parce que j'aimais bien la difficulté. Et le cross, t'es à 8h du matin en plein hiver, entouré par 300 gamins dans le froid total, et puis d'un seul coup, paf, il y a un coup de pistolet, et puis tu cours dans la boue pendant 1 heure. Écoute, moi ça me canalisait, quoi. Il y a un besoin de la difficulté. Sans cette difficulté, on se sent... Je sais pas, il y a un truc, on se sent pas vivant, quoi. En tout cas, de difficulté, mais on en parlait de l'état de flow. C'est cette difficulté qui est quand même atteignable, qui n'est pas au-delà et impossible, en tout cas dans nos croyances, et qui n'est ni trop facile ni trop difficile, en tout cas. Voilà, et là, du coup, ce qui est difficile pour un enfant, c'est que l'enfant, il n'aura pas forcément trouvé ce qui lui plaît. Mais s'il y a des parents qui arrivent à essayer plusieurs choses, et qui ont cette capacité d'observer, ou alors qu'il y a d'autres adultes dans l'entourage qui ont cette capacité d'observer, je pense qu'on trouve facilement, on peut tisser cette cartographie des intelligences multiples et voir finalement, est-ce que cet enfant, il est même à 1 an, je pense qu'on peut le détecter. Est-ce qu'il est mieux dans l'observation, dans la logique, ou dans le sensible, et du coup, est-ce que je le mets en apprentissage chez un chaman, chez un mathématicien, ou chez un philosophe, quoi. Parce que je pense qu'à 8 ans, ces enfants en sont capables. Et puis il y a certains enfants qui ont fait l'instruction en liberté
qui se prônent pas du tout HP et qui ont tout à fait eu des vies comme ça, où ils faisaient déjà de la photo ou de la guitare à haut niveau à 10 ans, parce qu'ils étaient accompagnés par des parents qui avaient confiance en leur potentiel, sans les brimer par une vision. Je crois que vraiment, le gros problème, c'est une vision normative. C'est comme ça. Le risque alors, c'est de perdre la créativité, de ne pas exprimer nos émotions, de se renfermer. Pour certains, du coup, de manquer d'empathie aussi, parce qu'on n'a pas reconnu leurs propres émotions, donc ils vont finalement ne plus reconnaître les leurs, mais reconnaître les autres non plus. Et là, risque d'explosion ou d'implosion. Ouais, ça s'accumule et à un moment, du coup... C'est crescendo, au fait. C'est crescendo si, au fur et à mesure, tu arrives à vider le stock, en fait. Et là, il y a vraiment plein de manières. Moi, je crois fortement au rite de passage. Et je pense que le rite de passage et ces expériences, je pense, elles permettent aussi de sortir d'un truc. Et je pense qu'à 3 ans, les excisions, il y a des choses horribles comme ça. Peut-être qu'à un certain moment, on pensait que ça avait cette vertu-là. Moi, je ne crois pas. Hein. Mais ça, c'est justement le mauvais côté, à mon sens, des rites de passage. Il y a forcément des très bons côtés. Quand un enfant il est adolescent et qu'on veut lui forger, on lui dire ok, t'es prêt à être un homme, à être une femme, tu l'envoies pendant 3 jours seul camper dans la forêt, ça je trouve ça génial. Pour autant, encore une fois, pour certains, ça peut ne pas être le flow du tout. Tu nous as donné des Rubik's Cube tout à l'heure, tu nous as demandé comment on se sentait. J'imagine que moi, si on me met dans la forêt 3 jours seule à 15 ans ou à 12 ans, je panique. Parce que ça dépend toujours des repères et de la créativité de chacun et des capacités de chacun à se débrouiller face à ces inconnus. Oui, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on n'est pas dans une société où la vie dans la nature, c'est quelque chose qui est prôné. Donc du coup, oui, cet exemple, il marche quand tu as été formé par des parents qui allaient régulièrement dans la nature et que du coup, comme c'est des parents avec amour, ils mettaient leurs enfants dans leurs aventures. Ça, c'est une vision qui est très dure à remettre en question. Moi, j'ai plusieurs bouquins qui m'ont vraiment fait, qui m'ont fait une défragmentation et un formatage de mon cerveau. C'est que, oui, on centre notre vie sur l'enfant, et l'enfant, il n'a pas envie, dans cette vision-là de la vie, l'enfant, il n'a pas envie qu'on centre notre vie sur lui. Donc, la vision chasseur-cueilleur, c'est l'adulte mène sa vie et l'enfant suit. Neil, dans Libre enfant de Summerhill, il dit bien quoi, dans un foyer libre où il y a de l'amour, le fils de boucher ne deviendra jamais végétarien. Parce que pour lui, manger de la viande, c'est quelque chose de complètement OK. Et puis, il ne va jamais se remettre en question et il aura aucun problème avec ça. Mais est-ce que ça fonctionne pour les atypiques ? Puisque justement, est-ce que l'inverse n'est pas nécessaire de reconnaître la qualité de chacun, de l'observer et de lui ouvrir le chemin vers peut-être un autre chemin. Parce que nous, bouchers, tu reprends cet exemple, on a peut-être croyance que notre enfant va le devenir, et donc on ne verra pas que son destin est ailleurs, que son intelligence est ailleurs. Je te remercie de le dire. Moi, dans mes recherches, je n'ai pas la réponse. Oui. Je vois beaucoup de gens... moi, j'essaie de faire le croisement de toutes ces théories-là. J'adorerais faire le tour du monde avec ma caméra pour faire des films autant sur ceux qui font l'instruction en famille, autant sur les peuples qui vivent de manière tribale, et voir comment ils intègrent, par exemple, les autistes. Moi, j'ai la foi que dans notre société, il y avait une place pour les autistes, que ça pouvait être des paysans, des idiots du village, des artistes, des visionnaires, des guérisseurs. Je parle des autistes, mais ça rejoint tous les atypiques, les HP, tout ça, qui sont pas faits pour avoir une routine, en fait. Et que tous ces gens-là, ils avaient leur place dans la société. Ils l'ont toujours, mais pour la retrouver, ils passent par un tas de souffrances. Mais surtout, moi, j'ai envie de parler pour les gens qui n'osent pas le retrouver. Les gens qui ont des capacités, par exemple, de guérisseurs, ils le savent, mais qui se disent, moi, je continue d'avoir un job sur un ordinateur parce que sinon, ça me fait trop de problèmes. Mais qui savent qu'ils ont ce don et ils veulent pas l'offrir au monde parce qu'ils ont trop de peur. Comprendre les enfants, comprendre les adultes aussi, parce que c'est sûr qu'on parle des enfants, mais il y a encore des adultes qui ne se sont pas reconnus comme tels et qui sont atypiques. Donc, on parle aussi d'eux. Tu le disais, ça passe par se reconnaître en eux, reconnaître notre propre histoire, être en paix avec nous-mêmes, aussi en tant qu'accompagnant, être un cadre, être un modèle d'une certaine manière, sans être un super-héros, attention. Ça passe donc par prendre soin de nous. Être vulnérable. Être vulnérable. Que l'enfant, s'il ne voit pas un adulte pleurer, il ne va pas se dire c'est dans ma carte du monde de pleurer.
on a tendance à croire le contraire, qu'il faut montrer que dans la vie, il faut être fort et qu'il faut résister. Et en fait, du coup, le flow, adapté avec une vision pleine conscience, c'est que en fait, la vie, elle a des hauts et des bas pour tout le monde et pour tout être. Et le flow, c'est accepter qu'il y ait ses hauts et ses bas. Effectivement, si j'observe mon parent qui a des bas et qu'il les assume, qu'il les accepte et qu'il se dit c'est une étape, c'est un cycle, puis le haut va revenir, moi j'ai plus confiance aussi en moi, en me disant peut-être qu'à un moment donné je suis moins bien, mais il y aura une autre période où je serai mieux. Oui. Ouais, ça je suis d'accord avec toi. La clé de tout ça, j'ai l'impression, puis surtout tu le dis très bien dans ton livre, c'est libérer l'émotion. Parce qu'au finalement, qu'est-ce qu'on a fait de toute cette vie? C'est emmagasiner parce qu'on n'a pas exprimé. Exprimer, c'est sortir, hein, c'est dehors. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime. S'imprime. Tu cites le professeur, directeur d'une école anglaise, Summerhill, Alexander Neil. Je vais reprendre sa citation, enfin ce que tu dis. Pour guérir de la névrose, il suffit entre guillemets quand même, hein, de libérer l'émotion. Et toi, tu ajoutes... Une crise, c'est une émotion qui n'a pas pu être évacuée durant une durée trop longue. Donc, permettons l'évacuation avant l'explosion. Est-ce que c'est ça la clé? Et pour un enfant atypique, ça peut être des comportements tout à fait atypiques. Que si on n'est pas dans une vision normative, on peut l'accepter. Hein. Mais le petit Léo, quand il pense, il marche. Donc forcément, dans une classe, ça peut déranger. Si on arrive à accepter, c'est déjà mieux parce que s'il est dans son mouvement, dans lequel il est bien, il va pas emmagasiner. Les autistes, se leur dit tu t'assois, machin, et que l'autiste il est là, il a besoin de faire ça. S'il a besoin de faire ça, et que tu te dis c'est pas bien de faire ça, il va être là, putain l'adulte me dit, il va se ranger, et puis il explose 3 minutes plus tard, et puis on dit du coup vous voyez bien madame, c'est enfant. Bref. Et du coup, ça veut dire qu'on pourrait, je crois, multiplier les espaces et les temps où chacun peut juste faire ce qu'il a besoin de faire sans lui dire qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Alors, du coup, moi, je stimule et je canalise certains instincts grâce à ces Rubik's Cube. C'est un truc. Après, quand je fais du jonglage avec les enfants, je stimule d'autres choses, le kinesthésique... Et puis le fait de bouger, le fait d'être créatif, on peut être créatif avec le Rubik's Cube. Et du coup, en fait, ce que moi j'adore, c'est que on peut être créatif à partir de rien. Moi, j'ai une sorte de trinité des choses qu'on a perdues dans notre enfance, et très petit. Hein. Donc, c'est créativité, spontanéité, curiosité. Oui. Donc, la curiosité, ça dérange les adultes, parce qu'on on pose des questions qui les dérangent. Parce qu'eux, se questionner sur eux-mêmes, ça les fait chier. Donc, forcément, on apprend à plus être curieux. La spontanéité, quand on est trop spontané dans notre être... il faut rentrer dans un cadre où tout est carré. Déjà dans ce monde, tout est carré. Dans le monde occidental, c'est horrible. Les personnes trop spontanées, effectivement, peuvent effrayer d'une certaine manière parce que nous-mêmes, on a perdu souvent notre spontanéité. Tu viens de nous montrer un geste un peu particulier. Évidemment que nous, on est assis, là, on essaye. En général, on nous a appris comment s'asseoir, etc. Et puis, effectivement, si on voit un enfant qui fait un geste particulier... On va dire, tu ne peux pas faire ça, mais par rapport à une norme qu'on a apprise et qu'on ne s'autorise pas à nous à faire. Donc en fait, c'est nous que ça met mal à l'aise. Et là, ça peut être intéressant d'observer, et tu nous le dis dans le livre, observons aussi ce que ça fait quand un enfant est en crise, quand un enfant fait un geste ou quelque chose que nous on ne ferait pas. Déjà là, c'est beaucoup l'aider parce qu'au lieu de sursauter sur lui et de dire non, ne fais pas ça et de le brider, on va s'apaiser, l'observer, se dire bon, en fait, il peut. Et là, du coup, ces réponses, elles sont tellement belles, quoi, parce que c'est vraiment ce que je pense que ce qu'on a tous besoin, qu'on prenne soin de nous, qu'on attire l'attention. J'aimerais quand même dire deux choses. Alors, du coup, comment on peut en faire une force ? Parce que du coup, moi, si j'attire l'attention depuis que je suis tout petit, j'ai réalisé que quand je suis un artiste... encore plus un artiste de rue, je me pointe n'importe où, je mets mon chapeau par terre et puis je peux faire mes spectacles. Les gens me regardent. Donc déjà, le fait d'être inadapté à l'école, parce qu'il ne faut pas attirer l'attention, c'est une force quand on est artiste de rue. J'ai fait un métier qui correspond exactement à ce qui me posait des problèmes quand j'étais petit. Et je m'impose. Regardez-moi, je suis là, j'existe. Je l'ai toujours dit depuis que je suis petit, mais maintenant, j'ai un petit talent à vous offrir. Oh, vous me regardez.
Ouais, vous aimez? Donnez-moi de l'argent. Waouh, salaire. Donc, et deuxièmement, malheureusement, dans notre vision de la parentalité, où faut continuer à travailler, blablabla, du coup, l'enfant, il est confié à des éducateurs et des enseignants, et 1 pour 20, on ne peut pas faire cette approche que tu dis. Donc ça, c'est le sujet de ce podcast, vraiment la conclusion. Comment on fait? Parce que il n'y a pas un tissu social de collaboratif suffisamment puissant, mais il est tout à créer, parce qu'il y a plein de gens de nos jours là qui essaient de le faire, ça. De ce tissu collaboratif avec les aînés, les grands-pères, les voisins, les oncles, les copains, les copains de classe, le multi-âge, la pédagogie active, ça porte plein de noms, la coparentalité, qui fait que l'enfant il pourrait grandir dans un environnement comme une petite tribu, une communauté, et puis il a toujours un adulte qui peut l'accompagner en individuel s'il en a besoin. Et ça, pour moi, c'est vraiment ça la vision ce qu'il faut faire, parce que, donc ça m'a mis en paix avec tout ça. Alors, l'humain, il a vécu en tribu pendant plusieurs millions d'années. L'humain ne vit avec les parents, papa, maman, enfermés dans une baraque avec ses frères et ses sœurs, que depuis 50 ans, quoi. C'est normal qu'on en souffre. C'est normal qu'on soit pas bien dans notre peau. On n'est pas fait pour ça. Déjà, on est fait pour aller dehors, faire de la chasse, faire de la cueillette, jouer ensemble, de tous les âges, d'avoir du temps pour jouer infini. Et plus ça va, plus on va à l'opposé de ce qui fait que l'humain est humain. Parce que là, je ne suis pas en train de vous imposer un dogme, je vous dis qu'est-ce que c'est l'histoire de l'humain, et je ne l'ai pas étudié, il y a des gens qui l'étudient, moi je suis là pour vous le dire au micro. Et c'est normal que si l'humain s'est développé comme ça, que l'enfant, il avait toujours accès aux outils des adultes. Donc dans une société de pêcheurs, l'enfant il a accès à la canne à pêche puisque tout le monde fait ça. Du coup maintenant, forcément, si la plupart des adultes manipulent les objets rectangulaires et font ce geste sur un objet rectangulaire, l'enfant il cherche des objets rectangulaires et il cherche à faire ce geste. En cela, le pire c'est que l'enfant il fait que respecter ses instincts de sapiens. Et ça c'est pas critiquable en fait. Maintenant, est-ce que c'est ça qu'on veut pour nos enfants ? Ça veut dire aussi que les instituts ne sont pas outillés pour ça, pour accompagner les enfants atypiques, c'est-à-dire ceux qui ne rentrent pas dans des cases, ceux qui n'arrivent pas à rester assis, qui ont besoin de mouvement, parfois même pour apprendre, qui ont besoin davantage d'espace de créativité, de jeu. Être à l'écoute, qu'est-ce que ces instituteurs peuvent faire aujourd'hui pour faciliter au moins ? Est-ce que tu as des clés, toi, en tant qu'éducateur ? Alors, il y a beaucoup de gens qui vont sur ce terrain-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent. Il y a beaucoup de livres. Je vous encourage à aller les lire. Il y a beaucoup de podcasts, il y a beaucoup de conférences qui parlent de ça. Moi, c'est pas ce que j'ai envie de dire. Oui. Moi, j'ai envie de dire aux personnes avec une vision que ce qui compte pour moi, c'est ce que me dit ma flamme intérieure, ma petite voix, mes petits anges ou Dieu. Et du coup, se connecter à ça et de savoir ce qu'on a envie de faire. Et que si tu es un enseignant et que tu as l'impression que ça déborde, moi, j'ai envie de te dire, démissionne. Et si tu as toujours la vocation de l'éducation, crée des écoles parce qu'on en a besoin. Hier, je suis allé intervenir dans une école, une forest school, où il y a des enfants atypiques. Et ça a l'air de bien se passer. Il y a une petite fille de 10 ans d'ailleurs. Non seulement je lui ai appris à faire le Rubik's Cube, ça m'arrive souvent dans mes ateliers, des fois ça prend 3 heures, là ça a pris je crois 15 minutes. Mais genre au bout de 20 minutes, elle était là, mais vas-y dis-moi tous les algorithmes, j'ai envie de les apprendre. Franchement, moi je lui dis, mais non mais tu vas pas les apprendre, je t'enverrai le PDF à tes parents parce que d'habitude je fais ça. Et puis j'ai vu qu'elle n'y arrivait pas et qu'elle continuait d'essayer. Et après, du coup je lui ai montré l'algorithme, ok, elle a réussi à le refaire. Je lui dis bravo, tu t'es entraîné. Et en fait, j'ai réalisé, cette fille de 10 ans, qui est dans un cadre d'instruction libre, ça c'est très important, elle n'est pas bloquée dans sa tête, en disant « je suis pas assez, je devrais pas », etc. Et en 20 minutes, elle a appris les algorithmes pour faire le Rubik's Cube en entier. Ça m'était jamais arrivé. Et pour vous dire, elle n'avait pas l'air comme ça, particulièrement HP, ou inadaptée d'ailleurs. Mais elle avait sûrement un potentiel assez fort là-dedans, parce qu'il y a quand même plusieurs techniques à apprendre par cœur. 3-4, elle m'a épaté. Tout ça pour dire, du coup, il y a des écoles comme ça qui existent, voilà. Et puis, ils ont une liste d'attente à rallonge. Ah oui.
Et du coup, moi, j'encourage tous les gens à démissionner et à s'impliquer pour le bonheur de leurs enfants. C'est tout ce que j'ai à dire. Ou alors faire appel à des personnes comme toi. Ça peut être aussi une clé, c'est-à-dire un éducateur spécialisé qui sait être à l'écoute, dans l'empathie, à l'écoute de ses enfants, que tout le monde ne sait pas comment prendre, comment on dit gérer, comme si on devait les maîtriser. Malheureusement, moi, je dérangerais toute ma vie. Du coup, quand je suis dans une institution, je dérange l'institution, quelle qu'elle soit. Même l'institution la plus bienveillante, à ma manière, je vais pousser les limites pour voir si l'institution m'aime. Oui. Là, j'ai dû démissionner de ce job-là. Donc, moi, avec qui je suis, Nicolas, la meilleure chose que je peux faire, c'est aller dans les foyers. Et puis, dans les foyers, faire des cercles de parole avec bâton de parole, roue des émotions ou météo intérieure. Voir l'enfant, comment il vit dans son espace quotidien, voir comment les parents se débrouillent dans le contexte quotidien, et puis mettre des mots. Et une fois qu'on a mis des mots, on peut faire de la méditation. Donc, moi, c'est ma place dans le monde. Je me sens à l'aise de faire ça. Je serais très content d'aller dans des institutions et puis continuer d'œuvrer là-dedans. Mais c'est-à-dire que si on me demande d'agir d'une manière qui n'est pas la mienne, c'est pas possible. Et puis, du coup, ça implique qu'il y ait des doyens qui soient assez engagés et qu'il y ait pas mal de lâcher prise. Ça, c'est pas évident. Maintenant, par exemple, à domicile, quand je suis allé parler à un enfant de cette histoire du Bouddha historique dont je vous ai parlé tout à l'heure, la petite fille, je lui ai dit cette phrase qui est très connue dans le bouddhisme, c'est « Le mental, c'est comme un singe qui va de liane en liane. On a une pensée, on pense à quelque chose, on va à la prochaine pensée. Et on va de pensée en pensée. » La pensée arborescente. La pensée arborescente, c'est comme si le singe, il avait 4 lianes et il avait 4 bras. D'accord. Mettons que c'est ça. Mais mettons, la vision bouddhiste n'inclut pas la neuroatypie. Cette fille, quand je lui ai dit qu'en fait, son petit singe dans sa tête, elle n'est pas obligée de le nourrir de bananes. Arrête de nourrir le singe. Tu n'es pas obligé de suivre la prochaine pensée. Parce qu'elle a été HP, donc forcément, déjà il y avait 4 lianes, mais en plus, elle allait à toute vitesse. Et du coup, forcément, ça l'a bloqué. Il y avait un test de maths, et puis elle paniquait, elle n'arrivait pas, la pression, les injonctions de la maîtresse, plus la pression, alors que les maths, c'était super facile pour elle. Bref, je suis allé une fois à domicile en lui expliquant ça. Elle a compris qu'elle n'avait pas besoin de suivre ses pensées. Elle a capté. Deuxième séance, je vais les voir. Elle me dit, ça y est, ma fille, elle a capté, tout va mieux. Tant mieux. Donc, en ayant cette vision atypique de ce sujet-là, si en une séance je règle ce qu'elle aurait réglé en 10 ans de thérapie X ou Y, moi je me dis tant mieux. C'est aussi ça que tu appelles donner les bonnes impulsions. Finalement, c'est parfois donner les bonnes explications du fonctionnement. Et hop, on se comprend et hop, on va mieux. Et ça, du coup, ça revient à l'enfant, il faut pouvoir l'observer et capter pour lui donner ce dont il a besoin. Oui. Et c'est pas normatif, c'est pas une règle. Mais c'est clair qu'il faut pas mal d'outils dans sa tête pour pouvoir comprendre ça. Mais on en vient à la base, c'est la connaissance de soi. Moi, si j'étais pas allé chercher mon flow, mon potentiel, en voyageant pendant des mois, à me cogner contre les murs de mes propres croyances limitantes, j'en serais pas capable. Et du coup, quand il y a des enfants qui arrivent encore à me déranger, de dire « Ouais, c'est génial, mais merci. Grâce à toi, je vais grandir. Super, on est potes tous les deux. Qu'est-ce que tu viens de me dire ? Ah ouais, que je suis un sale con. Ah, t'as bien raison. Pourquoi je suis un sale con ? Ah ouais, je t'ai dérangé. » Quand l'enfant, il y a un adulte qui se met là, qui se met à genoux pour lui dire ce genre de phrase, c'est quand même fort, quoi. Et j'en vois pas beaucoup des adultes qui font ça. Donc je vous encourage à le faire. Et si on veut résumer un petit peu en tant que parent, en tant qu'éducateur, en tant qu'accompagnant, on peut reconnaître l'autre dans sa différence en étant à l'écoute, dans l'observation, dans le non-jugement. Ne pas essayer de rentrer dans une case, mais si la personne nous gêne, l'enfant nous gêne, l'adulte nous gêne, tiens, qu'est-ce que ça vient réveiller en moi ? Apprendre à se connaître. Dans certains cas, c'est suffisant. Il y a quand même des cas, c'est largement insuffisant. Parlons d'alimentation. Si le ventre et l'estomac est notre deuxième cerveau, du coup, il y en a qui disent de manière scientifique que la caséine et les gluten et les sucres, surtout, je rajoute une couche, surtout avec les pesticides et surtout avec le procédé industriel, font des dommages à notre corps.
Donc ça, c'est aussi une piste de réflexion, je vous encourage à la suivre. Et proposer des espaces de créativité, de libération des émotions. Oui, et du coup, il y a ça aussi. Mais il y a une autre clé, c'est la nature. Enfin, ce que nous, dans notre peuple occidental, on appelle la nature. Pour d'autres peuples, c'est complètement débile ce qu'on est en train de dire là. Mais juste être connecté au vivant. Parce que du coup, même si ça, mettons, ça a été fabriqué à partir de matière naturelle, cette table-là ou ce Rubik's Cube, c'est pas vivant. Être connecté au vivant. Et je pense que des fois, un enfant autiste, il est très très mal, mais juste il sait qu'il a son petit chien à la maison, mais des fois, rien que ça peut sauver la mise. Ou où il y avait un enfant, il dormait avec ses poules, je me rappelle, il me racontait ça. Enfin, il y a plein de trucs. Moi, je grimpais aux arbres ou aux rochers. Cet espace de liberté, parce qu'on a besoin de liberté. Dans les pédagogies Forest School des H-Shields, il y a le sit spot, c'est-à-dire qu'en début d'école, tous les enfants, ils ont un quart d'heure où ils vont s'asseoir sous le même arbre, de toutes les saisons, tous les jours. Tous les jours, 15 minutes de méditation sous un arbre et t'observes, où tu fermes les yeux, où tu dors, où tu fais ce que tu veux. Mais tu as 15 minutes au même endroit. Et ça centre les enfants. Tu peux faire la même chose dans une classe, c'est pas mal, mais c'est pas pareil. Oui. Mais c'est déjà pas mal. Donc, ce que tu me dis, les conseils pour les profs, je peux en donner 40 millions, ça fera que du moins pire. Moi, Nicolas, j'ai envie d'apporter du mieux. Merci beaucoup Nicolas, et je vais proposer à ceux qui sont avec nous, est-ce que vous avez des questions pour Nicolas ? Évidemment, vous trouverez plein de réponses dans le livre que je vous invite vivement à lire, Dans la peau d'un enfant atypique. Mais posez votre question, Nicolas est là pour y répondre. Profitez-en. Moi j'ai une question. Grâce à toi et grâce aux travaux qu'il y a en ce moment, on essaie de reconnaître de plus en plus les neuroatypiques, de les comprendre, de mettre en place des choses qui sont adaptées. Comment tu vois les choses pour faire ça, mais garder le sens commun, c'est-à-dire que les gens continuent à apprendre à interagir dans un monde où y a des neuroatypiques et puis il y a des typiques. Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup, en tout cas moi, tu vois, les personnes qui sont autour de moi, qui ne le sont pas, ça peut les énerver. C'est d'entendre tout le temps, il y a plein de HPI, etc. Et donc c'est l'excuse du fait que ils soient sans gêne, qu'ils essayent pas de se modeler dans la société, et donc ils veulent rester qu'entre eux. Et je trouve pas non plus que ça soit une solution. C'est-à-dire, c'est pas de dire ok, on vous comprend, et donc du coup on va rester qu'entre neuroatypiques et puis on va rester dans notre monde, etc. Comment tu vois cette chose-là ? C'est-à-dire, je vous comprends et on est là pour vous accompagner, mais aussi on aide à faire un ensemble, quoi, dans une société. Un début de réponse est déjà pouvoir accepter que ce soit pas facile. Donc je pense aux femmes il y a un siècle, je pense aux Noirs quand ils ont refusé de s'asseoir dans le bus dans un compartiment de Noirs, et je pense aux LGBT qui ont commencé aussi il y a pas mal de temps, etc. C'est pareil avec les neuroatypiques, c'est des plus hypersensibles, 10, plus... Ah non, mais moi j'ai inventé une nouvelle étiquette. La question c'est, du coup... Moi, je l'ai retourné pas mal de fois dans ma tête, cette question. Est-ce qu'on vise un monde qui se divise, ou est-ce qu'on vise un monde qui s'unit ? Et je crois que pour moi, c'est plutôt essayer de forger, vraiment marteler comme un artisan, une intention à l'intérieur de son cœur. Et après, les autres qui suivent pas notre élan, ils sont sur leur chemin de guérison, quoi. Comme je t'ai dit, t'es un homme, t'es face à une féministe, t'es plein de tes dogmes qu'on t'a imposés, et du coup... Tu les as pas encore remis en question, la première fois ça fait mal, quoi. Mon père, je l'ai vu avant-hier soir, le mot au potentiel, du coup tu crois que t'es intelligent et tout, ou bon, il est pas intelligent, ou je sais quoi, toi. Il a même pas cherché c'est trop dur pour lui même d'entendre une définition de ce que c'est, et de voir à quel point il y a des psychiatres et des psychologues et des scientifiques qui font des recherches de ouf depuis des années. Et donc du coup, le soir, c'était sur l'hypersensibilité. Lui-même qui s'offusque, et je dis, peut-être toi, t'es sensible. C'est ok d'être sensible. Enfin, déjà, c'est ok d'être sensible. Mais par rapport à ce truc-là que tu dis, il y a un phénomène de société. Je crois le voir de très loin. Moi, ça m'intéresse pas du tout.
Mais quand tu as besoin de te revendiquer à un moment parce que tu n'as jamais été reconnu, tu t'accroches à n'importe quoi. Moi, c'était le voyage libre. Il y a eu la recherche de la méditation, du LSD, etc. Il y en a, ils ont besoin de se coller une étiquette pendant un moment. Et en fait, c'est leur propre chemin de guérison. Moi, je vois ça, en fait. Par rapport à ceux que ça dérange, la question, c'est en quoi ça te dérange toi, parce que finalement, c'est ça qui compte. Ouais, mais c'est juste que tu vois, je me dis, est-ce que dans la pédagogie, tu vois, alors d'accompagner des personnes, donc voilà, qui peuvent être neuroatypiques, etc., est-ce qu'il n'y a pas deux parties au final qui va être, l'acceptation de qui t'es et voir que tu as de grandes qualités, que tu peux faire plein de choses, voilà, qui peuvent être trop d'un et un peu différentes, et voilà. Mais à côté, comment je fais pour évoluer dans ce monde? Et comment je fais pour m'adapter aux gens et ne pas m'y couper. Parce que par exemple, moi, je ne veux pas me couper, par exemple, de mes amis, etc. Alors que je sens qu'on ne se comprend pas. Mais en fait, quand j'arrive à m'y adapter, au final, on se surprend chacun, etc. Et c'est un travail, c'est difficile parce qu'à côté, il faut aussi s'accepter soi. Moi, j'ai le sentiment que dans la pédagogie, il devrait y avoir les deux, quoi. Et pas juste t'es quelqu'un d'unique, tu marches différemment et donc du coup, fais tes trucs différents, quoi. Il me semble que dans le livre, tu en parles quand tu parles à Léonard qui fait une crise ou qui fait pipi dans la cour devant tout le monde. Tu lui expliques qu'à un moment donné, oui, il est atypique, oui, il a envie de s'exprimer, d'exprimer une émotion, quelque chose. À un moment donné, il y a aussi des règles de bienséance, des règles de société, et tu lui expliques ça. C'est ça, peut-être, la réponse. C'est, je reconnais ta différence, je reconnais que tu as besoin de t'exprimer, mais tu dois reconnaître qu'il y a des règles ici, dans l'école. Oui, mais c'est difficile de répondre parce qu'en même temps, jamais j'aurais voulu lui empêcher de le faire, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que ça dérange personne qu'on mette les handicapés avec les handicapés et les autistes avec les autistes. Cette question, d'un seul coup, tu me la poses, mais si tu vas dans un hôpital psychiatrique, il y a tous les gens qui ont des problèmes psychiatriques, j'ai l'impression que c'est OK pour tout le monde. Et d'un seul coup, si je mets tous les HP ensemble, t'as l'air de dire c'est pas bien. Non, je dis pour le développement même d'un HP, parce que au final, c'est beau de se nourrir de la différence et même d'autres manières de réfléchir et de fonctionner, etc. Mais si l'enfant, il en souffre plus qu'il a du plaisir, pourquoi on devrait lui imposer? On lui apprenait justement à pas en souffrir. Donc là, on revient à l'adultisme. Si l'enfant, il te dit « je suis pas bien, maman ». Donc moi, je suis face à ça. Des parents qui m'appellent, les enfants disent « maman, je souffre. Maman, je suis pas bien. Maman, la maîtresse m'a puni. Maman, ceci. Maman, cela. » Et la maman garde l'enfant à l'école parce qu'elle estime que c'est juste et ta raisonnement est juste. Si on estime que l'enfant il a le droit d'être heureux, on va pas tolérer qu'il souffre, non? Même si on a des valeurs de la diversité, et en France elles sont très fortes, et elles sont je trouve très nobles. Mais pour moi, c'est ce côté noble, ça vaut rien face à la souffrance d'un être. Si tu as un être qui souffre, tu fais quelque chose. Alors par contre, les solutions, il y en a un paquet, quoi. Il n'y a pas de baguette magique. Elles ne sont pas toujours faciles non plus. C'est-à-dire que parfois, il y a des décisions à prendre, peut-être d'éloignement de certaines personnes qui ne nous comprennent pas. Tu parlais de ton papa, tu parles de ton expérience à toi. Je pense que des fois, il faut savoir être en retrait, se dire, mais en fait, cet environnement ne me convient pas. C'est une sorte de deuil, peut-être un moment pour mieux y revenir. Et moi, dans la situation de cet enfant, j'étais engagé en une qualité de stagiaire, mais j'ai accepté le fait que les parents voulaient que leur enfant soit dans une école publique. Du coup, si ça c'était ma mission, de faire en sorte que ça se passe le mieux possible dans l'école publique, je l'ai accepté parce que je me suis mis au défi quand j'ai vu que c'était impossible, j'ai fait ce que je pouvais. Voilà, j'ai fait énormément de choses. On allait faire des conférences dans l'école secondaire. Donc on allait voir des jeunes qui avaient 3 ans de plus que lui, pour que lui leur fasse des conférences. Et puis le gamin de 9 ans répondait à des questions d'enfants de 12 ans. Et là, il était à sa place. Alors là, il était maître de conférences. Il pouvait parler de Tolkien, de vieux grec. Et du coup, au sein du contexte de l'école publique, il a fallu que j'invente plein de trucs, en fait. Et ça, moi, ça m'a plu, ce challenge-là. Maintenant, c'est pas suffisant. En même temps, cet enfant, il a besoin d'être dans son corps. Il a besoin qu'on le prenne dans ses bras.
Peut-être qu'il est dans une culture de gens pour qu'ils prennent dans ses bras, comme dans ma culture, ça se fait pas. Pourtant, le câlin, ça fait du bien aujourd'hui, on en parle de plus en plus, de manière chimique. Et je pense que le retour à la terre, c'est essentiel, quoi. Je veux dire, des enfants qui s'ennuient en classe, bah, tu leur donnes une pelle et tu leur dis « retourne-moi la terre ». Ils sont hyper contents, après ils seront explosés de fatigue. Après, là, tu vas voir, on va planter des graines et puis un mois plus tard, ils vont voir que ça pousse. Enfin, ça donne du sens à l'existence. J'ai deux questions. La première, c'est pour des enfants atypiques, est-il possible de procéder autrement que par des accompagnements individuels ? On ne peut pas faire des écoles, puisque de toute façon chacun est un cas particulier, que l'on mette ensemble ou que l'on mette séparément. Y a-t-il une alternative à une approche individuelle ? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quelle que soit la bienveillance que les parents peuvent entourer l'enfant à un moment donné, l'enfant grandit et si il ne trouve pas sa voie, est-ce qu'il n'y a pas malgré tout quelque chose d'intermédiaire à trouver entre son bien-être en tant qu'humain et voilà, son état de tout ce qu'on veut, et des choses totalement terre à terre, à savoir sa capacité de s'en sortir, de survivre s'il n'y a pas les parents autour. Tout à l'heure, tu disais que dans les sociétés primaires, chasseurs-cueilleurs, on était beaucoup plus heureux. Aujourd'hui, on est dans des sociétés très évoluées, on a tout le confort matériel, mais on n'est pas heureux. C'est vrai, parce que il faut, en tout cas, si on crève de faim, si on meurt de froid, on ne pourra pas être heureux, parce qu'il y a le triangle de Maslow, il y a un minimum de sécurité et de nourriture à avoir. Je reboucle avec juste la question numéro 2, à savoir l'enfant au potentiel atypique, au potentiel ou pas d'ailleurs, oui, et atypique. On peut essayer, en étant petit, de l'encadrer et d'essayer de faire tout ce qu'on veut, mais à quel moment il y a un switch à faire, parce qu'il faut bien qu'il s'en sorte tout seul, sans les parents et sans l'entourage bienveillant. Ah, tu as dit deux choses que j'aime bien. Il y a encadré et il y a accompagnement en individuel. Bon, déjà, les atypiques, ils ne supportent pas l'encadrement, ils ont besoin de limites, mais ils ont besoin d'être autonomes. Ils ont un besoin, tous les enfants ont ce besoin. Je pense que les hauts potentiels, c'est plus. Deuxièmement, l'accompagnement en individuel, il se trouve que les enfants étaient élevés en individuel depuis la nuit des temps. On a inventé qu'il fallait que ce soit collectif. Ça a toujours été en individuel, par les tontons, par les papas, par les mamans, par peut-être des personnes qui avaient plus de savoir ou de sagesse, qu'on appelle maintenant peut-être des professeurs, mais ça a toujours été en individuel. Ça, c'est l'invention de l'école, c'est un truc hyper récent dans l'histoire. Et du coup, moi, je pointe ça parce que je pense que c'est un grand problème. Maintenant, il y a beaucoup d'intermédiaires. Oui, on peut créer des écoles qui soient beaucoup plus flexibles, avec un jardin, avec un jardinier qui aime travailler avec les enfants, parce que c'est pas toujours le cas. Avec de l'apprentissage où tu vas faire de la menuiserie ou, je sais pas, de l'architecture, même à 8 ans. Je pense que tu en es capable. Mais il faut avoir des gens qui ont envie d'avoir des enfants dans les pattes. Je pense qu'il y a plein de choses à faire, hein. Créer des structures éducatives qui ont des intermédiaires. Et en France, il y a déjà des écoles pour atypiques, je crois que j'en ai 2 en tête, ça s'appelle la Arborescence, où elles misent pas que sur les maths, parce que du coup, il y a ces écoles HP, on dit, c'est des... Alors ça, c'est un autre truc que j'avais besoin de dire dans ce podcast, c'est que la vision au potentiel, et on le retrouve beaucoup dans les films, parce que je regarde tous les livres là-dessus. Moi, ma formation continue, c'est le voyage, et puis je me renseigne beaucoup dans les films, les livres. J'ai pas besoin d'avoir un bachelor pour comprendre ces sujets-là. Et en fait, souvent, on l'associe au potentiel avec le piano et les maths, quoi. Dans tous les films, c'est remis. Souvent, quand... Ah oui, il y a échec, maths et piano. Souvent ça. Donc, qu'est-ce qui fait que dans nos sociétés, c'est bien vu ? Bon, on pourrait l'analyser, la sociologie, blabla. Le fait est que ça, c'est bien vu. Mais si tu es un haut potentiel qui est passionné de la mousse des arbres, si c'est ma passion, pourquoi on devrait m'en empêcher de le faire ? Et en fait, j'ai l'impression que la pédagogie, c'est que quand tu laisses l'enfant seul et que tu vas pas lui imposer ou le stimuler ou lui donner des consignes et que tu vois ce qu'il fait spontanément, sans effort, t'es au bon endroit.
spontanément, sans effort. Spontanément, sans effort. Ça, il faut que ce soit gravé dans la tête. D'ailleurs, j'avais envie de relever de ça dans le livre, tu en parles. Spontanément, sans effort, ce serait ça le flow, certainement. C'est exactement ça. C'est caractéristique des atypiques, mais je pense de tout un chacun. C'est tout un chacun. Et moi, ma théorie jusque-là, c'est surtout hyper amplifié par les atypiques. Mais c'est tout un chacun. Mais ce qui se passe le tout un chacun, merci, ça c'est un truc hyper important à dire, le tout un chacun supporte toute cette incohérence du monde. Et ils vont se dire, parce que eux, l'injonction normative sociale, ils vont l'accepter. Je sais pas. Le fait est qu'ils vont accepter. C'est un fait. Alors que nous, ça nous révolte. Intérieurement Et ou on cherche extérieurement. des solutions. Et on cherche des solutions. Si on est face à des adultes qui n'acceptent pas nos solutions, là on pète encore plus en câble. Parce qu'en plus, la plupart des enfants que j'entends, mais ils sont hyper cohérents. Hein. Ils sont hyper cohérents, ils proposent des choses, mais au bout d'un moment, t'en peux plus. Malheureusement, moi les enfants, des fois, quand on me dit il y a trop de souffrance, ils ont 10 ans, 8 ans. Mais je pense que ça a commencé dès leurs 2 ans, quoi. Qu'ils ont été face à des adultes qui ne tenaient pas la route et qui ont déjà abandonné d'essayer d'expliquer la vie à des adultes. Il y en a qui tiennent le coup, hein, qui sont hyper forts. À 8 ans, ils ont encore foi. Mais voilà, quand tu les vois. Donc, les HP qui ne sont pas reconnus, à 15 ans, il y en a qui sont vraiment il y en a qui sont dans la drogue dure, il y en a qui sont déjà coupés de toute vie sociale, il y en a qui sont dans la dépression, il y en a à qui on a donné des médocs depuis l'âge de 6 ans. Et là, ils ne sont pas bien, quoi. Forcément, c'est un problème de société grave, parce qu'après, ils ont un décrochage sur tout, ils n'ont plus foi en rien. Ben, moi, je suis passé par là, pas à leur âge, mais je suis plus ou moins passé par là, donc j'ai que de la compassion pour eux. Maintenant, pour récupérer ça, c'est très dur. Un des éléments de réponse, peut-être, se trouve dans ton livre, ou dans ton accompagnement. Tu expliques quand même que finalement, on cherche à donner les clés pour agir, pour décider de notre présent. C'est ça aussi, je crois, dans la reconnaissance de l'atypie de l'enfant, de ses émotions, de qui il est, de son identité, de sa singularité. Déjà, Oui. c'est lui donner confiance Oui. qu'il existe et qu'il a le droit d'exister tel qu'il est. Oui. Et donc, il a le droit, par exemple, d'aller faire des formalités administratives à sa façon, de prendre le téléphone et d'appeler des personnes, peut-être pas les bonnes, en fait... T'as le droit de faire des erreurs, en fait. Faire des erreurs. Déjà, t'as le droit de faire des erreurs. Des erreurs, encore une fois, par rapport à quelle norme? En tout cas, tu as le droit d'essayer, tu as le droit de faire à ta manière. Et je pense que si déjà on nous explique qu'on a le droit de faire à notre manière, il va avoir cet objectif devant lui d'être cohérent dans sa vie, de se expliquer. construire. On est un exemple de faire à notre manière. Si on est un exemple, on n'a même pas besoin d'expliquer. Oui. Et ça, c'est puissant. Oui. Je pense que c'est possible, mais il faudrait expliquer à cet enfant que c'est OK pour qu'il le fasse à partir du moment où il y a une sorte de respect vis-à-vis des autres. Il faudrait lui faire prendre conscience que ça peut être OK, mais qu'il réfléchisse quelles sont les conséquences. OK pour que je dessine dans le mur, mais est-ce que c'est un... Ça marche avec un neurotypique, mais ça ne marche pas avec un atypique. Ça fait le contraire, ce genre de pratique. C'est toujours un équilibre entre je suis qui je suis atypique, je peux être atypique, j'accepte, mais à un moment donné, où est la limite entre, j'ai le droit d'expérimenter, mais il y a un moment donné, il ne faut pas que ça blesse, il ne faut pas que ça heurte. Est-ce que la réponse n'est pas aussi dans le développement de notre propre empathie? Quand on est empathique envers un enfant, lui-même peut développer son empathie et reconnaître qu'il cause des émotions à l'autre. On va prendre l'exemple, tu as peint sur le mur. Est-ce que tu penses que la personne qui habite ici, comment il se sent? Même beaucoup mieux. Tu vas le rencontrer, cette personne, et tu mets l'enfant face à cette personne. Petit à petit, finalement, il y a peut-être espoir à développer cette empathie du coup chez l'enfant. T'imagines, le mec il débarque et il dit « Ah ouais, mais en fait, j'aime bien ce que t'as fait. Comment tu t'appelles ? En fait, tu vas peindre toute ma maison comme ça. » T'imagines si c'est ça qui se passe? Toi, t'avais prévu tout un truc dans ta tête de « Ah, je vais lui faire comprendre que c'est mal. » Mais ça, pour moi, c'est parfois néfaste. Mais je me modère. Positif ou négatif, c'est aussi faire comprendre à l'enfant qu'il doit assumer les conséquences, qu'elles soient effectivement positives. Ça, c'est génial. Mais assumer les conséquences, ça, c'est super important. Du coup, moi, j'ai connu la punition, je la connais, ça m'a jamais aidé à rien. Ok. Du coup, il y a des conférences, j'ai mes slides où j'en parle très bien. Vous connaissez Calvin et Hobbes ? Non.
C'est une BD très intéressante avec un enfant hyper HPI. Alors là, il y a plein de slides géniales. Vous lisez Calvin et Hobbes, vous comprenez le HPI. Cet enfant, il est à l'école et puis il vole dans les airs, un peu comme moi quand j'étais, parce qu'il s'ennuie. Ok, disons-le. Donc il est en train d'imaginer qu'il est sur une autre planète, plus il s'éclate dans ses rêves en fait. Et puis il y a une case au bout il est dans ses rêves et puis tu vois la maîtresse. Frank, Calvin, reviens sur Terre en gros. Et puis, il est là, Calvin. Je suis réveillé. Ok, ouais, elle a raison, la maîtresse. Tu le réveilles, il sait que c'est pas bien. Il peut pas contrôler ça. Sa capacité à partir dans l'imagination face à l'ennui est incontrôlable. La capacité du petit Léo à aller exprimer sa souffrance en faisant des actes qui dérangent, c'est incontrôlable parce que c'est inconscient. Et malheureusement, les injonctions des adultes, elles comprennent rien à la subtilité du cerveau, quoi. L'enfant, il fait pas exprès, il s'en fout des limites. Il est là, je vous dis que je souffre, vous allez le voir, que je pisse au fond de la cour, tu vas lui dire c'est mal. Mais ça va rien aider. Bien sûr, une réponse face à l'acte. Donc tu liras dans le livre. Quand il a pissé dans la cour, je lui ai donné dans les mains Le Prophète, qu'on avait déjà commencé à lire, de Khalil Gibran. Khalil Gibran, voilà, c'est ça. En plus, il y avait des calligraphies arabes dessus. Oh, le petit, il était tellement fan, il avait commencé à les recopier, il était trop content. J'ai donné à lire, j'ai réfléchi, et je lui ai donné à lire le passage sur, c'est dans le livre, je me rappelle plus maintenant, un des passages qui parle, je crois, de la justice. En fait, j'ai pris son acte par la philosophie. Parce que je sais le prendre, ce gamin. Je lui ai parlé par la philosophie. Et puis, à partir de là, on a réfléchi. Et puis, ce qui s'est passé après, tu devrais voir. Donc, toi, tu l'as lu ? Oui, bien sûr. Le gamin, je me mets debout. Parce que ça, c'est un exemple. Là, on est dans du vrai, on est dans du brut. Quand je te dis du brut, c'est que c'est brut de décoffrage. On était dans un moment émotionnellement hyper fort. J'étais dans un cadre, dans une école publique où on me faisait confiance. Cet enfant, je lui ai fait lire le Prophète et après, on a discuté autour de ça. Il a débloqué un truc. Et il a commencé à me sortir tout ce qu'il y avait dans son inconscient. Il a commencé à parler, c'était devenu une machine. J'avais appuyé sur le bouton, bam ! J'accepte ta souffrance et je t'aime avec ta souffrance. Et il faut le lire, ça, c'est tellement fort. Il a commencé à l'écrire et après, il n'arrêtait pas, il marchait, il disait ta. En fait, c'est-à-dire que parce que l'enfant, il savait que je l'aimais, parce que je ne lui ai pas dit de punition. Je lui ai dit, tu as fait un acte, tu sais comme moi qu'il ne faut pas le faire, je vais t'écouter. Je te jure, je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, un psychologue, il aurait fallu, je ne sais pas, mais il aurait fallu 50 séances pour accéder à ça. Ça, c'est du brut du fond de ses tripes qu'il m'a révélé. Et ça, c'est de la dynamite. Si on arrive à accéder ça dans l'enfant, là, il révèle tous ses problèmes. Mais tous les jours de sa vie, sauf ce moment-là où il allait dans sa blessure, ce qu'on fait avec Vipassana, vous voyez le lien ? Il me l'a livré sur un plateau. Mais d'habitude, tout ça, c'est que dans sa tête, en tourbillon, avec son cœur, son corps, ses tripes. Parce qu'il a une éthique. Bien sûr qu'il a une éthique. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est allé l'écouter ? Mais tu pointes du doigt le fait d'être à l'écoute de l'émotion, être à l'écoute de l'enfant et d'avoir des moments où... L'enfant, il n'est pas fait pour être émotionnellement mature. C'est son job d'enfant. Son job d'enfant, c'est de jouer, merde. Il n'est pas là pour avoir des cours d'émotion, des cours de maths, des cours de comment faut fonctionner en société. Le gamin, il sait tout ça dans ses tripes. On ne lui fait pas confiance depuis l'âge de 2 ans. Qu'on lui dit, dès qu'il sait marcher, toi, l'enfant, on ne va pas lui donner des cours pour apprendre à marcher. Mais après, il faut des cours pour tout le reste. Tu vois, et ça, c'est terrible. Et du coup, petit à petit, pour des enfants, ça fait plus ou moins de dégâts. C'est pour ça qu'on a mis cette image-là. Ça te monte à la tête. Et comment dire autrement que par mon témoignage, il m'a fallu 10 ans pour aller faire des tas d'expériences, pour aller à l'autre bout du monde, pour vivre en dehors de la société. 10 ans pour guérir 20 ans, 15 ans de vie en société qu'on m'a imposé. Le mot imposer, il est fort. La plupart des neurotypiques acceptent ça. Acceptent. Moi, je n'accepte pas. On peut faire ce qu'on peut, on peut même faire des erreurs, on peut essayer de trouver des solutions, mais à un moment donné, l'enfant qui a 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans devient adulte, du moins il dépasse 20 ans.
Et en tant que parent, en tout cas, le rôle, c'est d'essayer, quel que soit l'enfant, qu'il soit atypique ou pas atypique, de lui donner les moyens, pour pas dire les armes, pour qu'il puisse s'en sortir dans la vie. C'est la raison d'être. Est-ce que tu es déjà allé le voir pour le déclarer forfait, dire « Mon fils, je t'aime, j'ai tout essayé, j'en peux plus ». Est-ce qu'on a osé cette vulnérabilité ? Eh bien, c'est déjà pas mal. C'est un bon début. Son potentiel a besoin de s'exprimer. Quand il aura compris par lui-même qu'il est en train de se saper, il y aura forcément un moyen. S'il sait qu'on l'aime, il reviendra. Mais quand à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans. On en revient à la confiance. Tu veux dire que tu as trouvé tes ressources dans le Mais bien sûr qu'on a trouvé notre ressource face à la difficulté. Tu as dit que tu avais eu un appel dans toi-même très 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 jeune. Est-ce que tous les neuroatypiques l'ont, j'en sais rien. Et ensuite, tu t'es mis en mouvement, tu as décidé de partir. Donc globalement, tu t'es auto-médiqué. C'est toi qui as pris en charge ton départ. C'était trop insupportable. Et t'imagines si on peut dire à un enfant, je sais que tu vas t'auto-médiquer. Mais tes parents, ils t'ont pas dit qu'ils t'aimaient. Ils t'ont pas donné ces Ils clés-là. t'ont pas donné tes clés, tu les as trouvées tout seul. Donc il y a quelque chose dans toi qui t'a permis de te mettre en mouvement et de partir. Et c'est bien que tu me dises parce que je suis encore en plein dedans. Puisque malgré que je sois indépendant, malgré que je sorte des livres et des films, mon père croit toujours que je vais être SDF. Du coup, la question c'est... Donc là, on arrive à des questions très profondes et c'est ça que j'ai envie d'aborder. Parce que moi, là, tu me parles de ton exemple. Si on ne comprend pas la profondeur, on ne va pas pouvoir parler des choses à la surface. Tu vois, moi, je te parle de la face cachée de l'iceberg. Elle est beaucoup plus grosse que la face visible. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, déjà, les questions philosophiques, c'est quoi être vivant ? C'est quoi le bonheur ? Se les poser aux enfants. Donc, les ateliers philo dans les classes, génial. Mais... c'est quoi vivre en société ? Est-ce que c'est forcément faire comme tout le monde ? Est-ce que c'est forcément aller au resto ? Est-ce que c'est forcément manger de la viande ? Est-ce que c'est forcément limiter sa créativité et limiter sa spontanéité ? Toutes ces questions-là. Est-ce que c'est forcément avoir un métier derrière un bureau ? Parce qu'aujourd'hui, c'est une sorte de dogme. Écoute, on a besoin d'agriculteurs pour faire pousser des plantes. Et pour faire être agriculteur, faut savoir manier une pioche. Bien sûr, il faut faire des calculs d'hectares. Mais ça, on peut le filer à quelqu'un de ce boulot. Il faut manier une pioche. Bon, peut-être qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus heureux là-dedans. Donc, se questionner, c'est quoi avoir une place dans le monde ? C'est quoi ce que tu veux faire de ta vie ? Toi, tu as vraiment envie de quoi, là ? Ok. Et là, il y a derrière ça, alors, il y a les fous divins, donc, qui existent dans plein de cultures. Moi, j'aime bien les fous divins du Tibet, par exemple. Mais Jodorowsky, il parle de son maître, et son maître, il dit comment tu fais comprendre quelque chose à quelqu'un pour qu'il change, pour qu'il voit qu'il va dans l'erreur. Il dit je fais tout ce qu'il faut pour qu'il aille tout en haut de la montagne, son erreur, et qu'il tombe par lui-même. Alors ça, c'est sagesse folle. Hein. Du coup, vas-y. Si tu estimes qu'il est adulte, tu dis, tu maîtriseras les dégâts et tu apprendras par toi-même. Parce que c'est comme ça que tu apprends. Si on prend au départ, il y a cette maman qui a son quotidien à gérer avec d'autres enfants, un travail à temps plein. Elle ne pourra pas faire ça, oui. Des contraintes. Elle se met des contraintes parce que, pareil, peut-être qu'elle a été, mais elle s'est cadrée, elle a appris à se cadrer. Là, tu parles de toi ? Déjà, j'ai envie de te dire, en lisant ce livre, tu vas avoir beaucoup de clés, parce que là, on a juste abordé quelques-unes. Et puis, je pense que tu en as donné une vraie qui, moi, me donne de l'espoir, c'est peut-être de créer, alors tenus par qui, je ne sais pas, mais des cercles d'échange, que ces jeunes, moins jeunes, puissent rejoindre peut-être quotidiennement ou de façon hebdomadaire un espace dans lequel ils puissent exprimer tout ce qu'ils sont, qui ils sont, leurs rêves, leurs envies, leurs projets, même leurs rêves les plus inattendus et qu'on a l'impression qu'ils n'arriveront jamais, et puis avoir quelqu'un en face d'eux qui les accompagne dans comment tu vois les choses, est-ce que tu crois que c'est faisable ? Elle parlait, Joumana, de comment on le rend responsable de sa vie. Peut-être qu'on pourrait l'interroger dans un espace comme celui-là, lui donner quelques clés, mais surtout l'accompagner vers son autonomie. Mais d'abord, dans la période de rêve, il doit y avoir rien de concret, est-ce que je te permets ? Il peut y avoir rien de concret, évidemment. Non, il faut que quand on commence à rêver, il n'y ait pas de concret. Et du coup, quand l'enfant y rêve, l'adulte qui a tellement peur, parce que l'adulte n'a pas réalisé ses rêves, l'adulte va biaiser l'enfant dans son rêve. Il va tout de suite aller intervenir. C'est tout sur la qualité de l'accompagnant. Mais en tout cas, je vois bien comment il y a les cercles de femmes qui ont libéré la parole beaucoup chez les femmes. Moi, je fais les cercles d'hommes. Il y a les cercles d'hommes. Aussi. Pourquoi pas les cercles d'atypiques ? Et moi, j'ai une question très très basique. Quel est le pourcentage de la population
que ça représente? C'est-à-dire pour une classe de 30? Je crois qu'il y a 10 à 20%, il me semble. Aucune idée. 10 Mais- à 20%? Mais ça, c'est pour les suréfficients mentaux. Ouais. Ben, je sais pas, c'est à quel point c'est ça qui est hyper intéressant. C'est à quel point on établit qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal. C'est pour ça que je me méfie des stats. Oui, c'est qu'en fait, tu as un principe de réalité, tu es en ville, tu es en ultra-urbain, tu as 3 enfants, les 2 parents travaillent, donc à un certain moment, ok, il y a les parcs avec les nounous qui vont Mais il y a une question, je dirais même financière, parce que la tribu dont tu parles, ces tribus-là, c'est principalement... Déjà, les familles, elles ont du mal à rester, elles sont pour beaucoup monoparentales. Alors la tribu, ça devient vraiment quelque chose de... On est dans la virtualité. Donc moi, je ne suis pas dans la virtualité puisque j'ai des amis qui, du coup, quand ils commencent à avoir leur premier enfant, ils créent une association et ils disent, tous les mercredis, entre jeunes parents, on se regroupe. Et même si on n'a pas ce tissu, on le recrée. Et il y a des gens qui, dès le premier enfant, qui voient ce besoin-là, ils mettent en place des actions pour aller là-dedans. Il y a une capacité de leader. Ce que je propose, c'est qu'on regarde le film cet après-midi, parce que je pense vraiment qu'il y aura des clés dedans aussi, parce qu'il y aura d'autres témoignages, parce que je pense que tu as vécu une expérience, mais d'autres personnes dans ton film ont vécu d'autres expériences aussi. Et puis, on pourra aussi encore échanger, si ça te va. On va clôturer ici pour cet épisode de podcast. Je vous remercie parce que je sais que c'est un débat qui n'est pas du tout évident. Alors, je préfère préciser que moi, j'ai l'impression que, c'est pour te répondre, j'ai l'impression qu'il y a des gens, leur place sur Terre, c'est d'apporter des solutions concrètes. J'ai l'impression que moi, ma place sur Terre, là, en ce moment, c'est plutôt d'aller dans une remise en question. C'est pour ça que ce livre, j'ai aucune clé. Je vous dis mon témoignage. J'ai plutôt envie de témoigner et de dire ce que c'est pour moi et comment je pense qu'il faut repenser les choses pour les actes concrets. J'ai l'humilité de dire qu'il y a peut-être des gens plus compétents que moi. En tout cas, il y a des solutions à gauche, à droite. Tu n'as pas la réponse aujourd'hui, évidemment. Ah non, mais moi, je vais sur Internet, je trouve tellement de ressources, quoi. Merci, Nicolas. Merci à vous. Merci à toi. À suivre un épisode bonus dans lequel Nicolas revient sur son parcours. Pendant 10 ans, il prend le temps de traverser le monde, d'aller à la quête de différentes communautés, mais surtout à la quête de soi. Pour revenir à lui, il prend le temps de s'explorer, de s'observer et de comprendre comment il peut accepter sa différence. Un épisode que je vous réserve sur l'espace membre. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. À très vite pour un nouvel épisode.